Ce que je vous propose, c'est dans le sous-titre en fait, c'est une écoute ethnocritique. Autrement dit, de zoomer sur l'écriture de ce bref récit où rôdent et la peur et la mort, et peut-être même la peur des morts. Je cite, un homme qui croit aux revenants et qui s'imagine apercevoir un spectre dans la nuit doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur. C'est dit, et c'est même écrit. Et c'est même le destin du texte et le destin du narrateur témoin. Je vais considérer ici ce récit comme un dispositif langagier qui sémiotise à sa façon des univers d'oralité. Dès lors, l'écrivain serait un sonographe et son texte un sonogramme. De ce point de vue, il me semble nécessaire d'emblée de poser quelques distinctions théoriques, ne serait-ce que pour dissiper la confusion qui consisterait à laisser penser, par exemple, que oralité est un synonyme commode ou élégant d'oral. Le terme d'oralité est un usage en anthropologie linguistique, le terme oral en linguistique de la communication. Les paradigmes peuvent se croiser, s'hybrider, bien sûr, mais ils ne sont pas identiques. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'oralité au sens anthropologique du terme? Je vous propose aujourd'hui 3 modèles d'analyse qui visent, dans mon esprit, à désacadémiser l'usage de ce terme, usage académique qui devienne, à un sens, autant d'obstacles épistémologiques ou peu heuristiques, en fait, en analyse littéraire, peut-être au-delà. Premier point, premier modèle, si vous voulez, une partition sémiotique. Je joue évidemment sur le mot partition. Alors, je dirais que pour sortir du logocentrisme, je veux dire de la réduction du sonore au seul logos articulé, le logos impérial, je propose de considérer qu'une sémiotique générale de l'oralité consiste à mettre en relation, voire en tension, 4 pôles constitutifs. Ces pôles se présupposent l'un l'autre et n'ont de valeur que différentielle, comme dans tout système sémiotique structural. Ces 4 pôles sont les suivants: le silence, le bruit, la musique, la parole. On voit bien, par exemple, que le silence n'est pas une substance linguistique articulée, et que ne pas parler ou ne pas faire de bruit fait bel et bien partie d'une sémantique de l'oralité. Il se trouve que la peur dramatise ce pôle à plusieurs reprises dans l'économie même de la narration. 2 ou 3 exemples. Nous étions là, 6 ou 8, silencieux. C'est quasiment l'incipit. Le commandant reprit soudain la conversation. Un peu plus loin, imaginez une tempête silencieuse de vagues immobiles sur cette mer furieuse, muette et sans mouvement, etc. Dans le dernier récit, le paysan se tut aussitôt et nous restâmes plongés dans un silence plus terrifiant encore. Donc, je veux dire que le silence, bien sûr, il y a 1001 modes de silence et de perception des silences. Le silence entre ainsi dans la signifiance générale du récit, ce récit, à tel point que la dernière prise de parole du témoin n'est significativement suivie cette fois que d'un silence. Alors ici, un blanc typographique. Silence. On pourrait aisément poursuivre l'exploration du système, ce que j'appelle provisoirement le système sonore du récit, en observant comment se combinent cette fois les marqueurs et les valeurs d'oralité. Par exemple, la musique et le bruit. Un tambour battait distinctement, tantôt plus vibrant, tantôt affaibli, arrêtant puis reprenant son roulement fantastique, et pendant 2 heures, ce tambour m'emplissait l'oreille de son bruit monotone. On voit bien, il me semble qu'on entend bien, en tout cas ici, que la musique rythmée, africaine, algérienne,
s'est transformé en bruit au cours de la phrase, s'est transformé en bruit monotone, puis un peu plus loin en mirage acoustique, comme si l'on passait d'une perception culturelle, sinon artistique, du son, à une sensation physiologiquement ressentie, puis à une sorte d'explication physicaliste qui, elle, désaffilie la manifestation tambourinée de sa mantique, de sa prédiction locale. Reste dans l'économie du récit, avec le mirage auditif, la présence d'une absence. Je reviendrai. Le texte tresse, on peut dire, presque sans discontinuer, cette sarabande sonore faite de silence et ou de bruit, et ou de musique, et ou de paroles. Et toute la combinatoire est possible. Deux exemples. Nous ne parlions plus. Soudain, un homme poussa une sorte de cri, un tambour battait. Ou encore, nous restions immobiles, bouleversés au moindre bruit, on n'entendit plus rien, alors un bruit formidable éclata dans la cuisine, nous restâmes là, incapables de dire un mot jusqu'à l'aurore. On voit bien que, de plus en plus nettement, c'est l'identification même des régimes d'oralité et l'hybridation de leur hétérophonie qui font ici le texte, la textualité, la tension narrative et existentielle du récit. Le silence peut rendre fou, vous vous souvenez à la fin, tout comme un son peut rendre fou. Je cite, un être glissé contre le mur, un son sorti de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif. Il y a comme un indéchiffrable continuum d'oralité, comme très souvent. En plus, on imagine qu'on est dans une situation de contage nocturne, une veillée conteuse entre ciel et mer. Deuxième modèle, que j'ai appelé une synergie sonore. En même temps, je propose de prêter l'oreille, une autre oreille, des deux oreilles même, à la texture du récit et à son imaginaire sonore. Je me réfère à Bernie Krause. Qui est ce Bernie Krause? Sound Studies, si vous voulez, artiste et ethnographe, et son ethnographie sonore, qui établit une typologie ternaire qui me paraît intéressante de tester. Cette typologie ternaire tourne autour de trois termes et de trois dimensions acoustiques ou sonores: la géophonie, la biophonie et l'anthropophonie. La géophonie, ce sont les bruits de la nature, si vous voulez. Ici, c'est la mer muette, je cite. Le gémissement des sapins sous le vent, je cite. La rumeur incessante de la forêt. Donc, il y a une dimension géophonique qui disparaîtra ou qui ne sera plus mentionnée à la fin. Une espèce d'intériorisation de la dimension sonore. La biophonie, c'est la manifestation sonore des êtres, des étangs, des êtres vivants. Ici, on a le râle des chevaux et bien sûr les lugubres hurlements du chien. Et après géophonie et biophonie, l'anthropophonie, bien sûr, qui est surabondante ici, les cris aigus, la voix lente, la voix d'homme, la voix étranglée, les bégaiements, les voix égarées, puis le monologue et les dialogues aussi, bien sûr. Le chant du langage, en général, hors Maupassant, j'appelle ça, c'est un peu pseudo-poétique, le chant du langage, mais conjugue souvent géophonie, les sources murmurent, biophonie, les poules chantent, et l'anthropophonie, les amoureux, les amoureuses roucoulent. C'est le chant du langage, c'est le chant de la poésie, c'est le chant de notre texte, loin de, alors pourquoi, la grise, ce que j'appelais la grise mutité de l'écrit ordinaire. On pourrait même dire qu'une synergie sonore est au principe de la cosmologie imaginaire du texte. Par exemple, le continuum, le vent hurle, le chien hurle, les femmes hurlent. Et c'est au principe de l'ensauvagement des personnages dont Louis est à vif.
Toute la branchure des arbres entrechoqués emplissait la nuit d'une rumeur incessante. Bientôt, mon compagnon heurtait une porte, des cris aigus de femmes nous répondirent, puis une voix d'homme, une voix étranglée demanda qui va là. Le chien endormi s'éveilla brusquement et poussa un lugubre hurlement. Et les femmes égarées se mirent toutes les deux à hurler avec le chien. Troisième modèle, un peu plus pointu, que j'ai intitulé une phénoménologie de l'oralité, AU, pour l'oreille en latin, auricula. La morne solitude du désert ou la forestière obscurité de la nuit sont propices à l'écoute, plus qu'à la parole, justement. Or, c'est ma thèse un peu, si vous voulez, le logocentrisme habituel des modèles de la communication verbale tend à marginaliser le rôle de l'écouteur et de son écoute, ou à les présenter comme un phénomène second et secondaire. On parle, par exemple, d'interlocuteur plus que d'interécouteur. Il n'y a pas de sonorité ou de vocalité sans oreille. Et pourtant, on songe plus à l'oralité de la bouche qu'à l'oralité AU de l'oreille. Or, ce sont bien ici des histoires transmises de bouche à oreille qui sont couchées sur le papier. Alors, quel intérêt, de façon plus précise, de cette oralité? C'est de mettre l'accent sur la matérialité du corps parlant, sur la voix, le souffle, et sur la matérialité du corps écoutant, l'oreille et la posture corporelle. L'oreille a longtemps été déconsidérée en tant qu'organe réputé passif et second par rapport au prestige de la parole articulée et du logos. On dit se boucher les oreilles, ne pas en croire ses oreilles, etc. Et pourtant, cet organe est le siège de l'attention à l'autre et de l'attention au monde. Tendre l'oreille, dresser l'oreille, l'oreille aux aguets. Dans le cas d'une anthropologie de l'écrit et de l'oral, ce discrédit relatif est peut-être à mettre en relation avec la surlégitimité de l'écrit, la solitude du scripteur, le silence du lecteur, l'œil de la lettre. Et un autre enjeu de l'oralité, on va aller un peu vite, mais est de ne pas réduire a priori la sémiosphère, l'ensemble des manifestations sonores, à la logosphère, la manifestation linguistique. L'oreille humaine, pas plus que la bouche, ne se résume à ses usages langagiers. Les sons et le silence, les bruits et la musique participent avec ou sans le langage d'un univers multisémiotique et plurisensoriel, commun, y compris chez l'animal. Or, dans La peur de Maupassant, vous avez vu, l'oreille joue un rôle crucial dans l'un et l'autre des témoignages rapportés par le voyageur diurne et nocturne. Je cite: nous ne parlions plus, soudain une sorte de cri, un tambour battait, le mystérieux tambour des dunes, et pendant 2 heures, toujours ce tambour insaisissable m'emplissait l'oreille de son bruit monotone, etc. Et là, se glisse dans les os du personnage la hideuse peur. Ou encore, chaque fois que je cessais de parler, toutes les oreilles écoutaient au loin. Toutes les oreilles écoutaient au loin. Le voilà, je l'entends. Nous restions immobiles, l'oreille tendue, bouleversée au moindre bruit. Il y a ainsi chez Maupassant une incorporation orale AU des oralités exotiques et une attention orale AU à l'oralité de l'outre-monde. Il y a même comme un procès en fait au positivisme naïf ou voltairien de la causerie, la parlotte, comme censure culturelle ou comme refoulement de l'écoute, comme procès d'un vain anthropologocentrisme. Je trouve cette phrase formidable. Chaque fois que je cessais de parler, toutes les oreilles écoutaient au loin. On voit bien que le discours du chasseur est presque déplacé, impertinent, inaudible. Cette parole articulée fait écran, en somme, à la possible irruption d'une inouïe altérité. Un peu comme quand le sujet de l'analyse cesse de jacter et que ça parle dans le silence du cabinet.
C'est l'humanisme rassurant et illusoire de la parole rectrice ou magistrale, je parle donc je suis, qui est dès lors lézardé. En toute hypothèse, on ne l'écoute plus. S'écoute-t-il lui-même? On est à l'écoute d'un monde d'outre-logos. Lui-même, d'ailleurs, devient cet homme qui croit au revenant. On est donc passé, ce faisant, de l'anthropologie linguistique à l'anthropologie du symbolique. Et je vais essayer de conjuguer les deux, ce sera la deuxième et dernière partie. Cosmologie ou cosmophonie, cosmographie. Ces oralités ensauvagent donc progressivement le récit et constituent la culture du texte, sa poétique et sa politique, sa cosmographie. Les oralités exotiques et paysannes, le désert et la forêt, participent directement de la tension narrative. Elles affilient le récit à des cosmologies orales attentives au oui-dire communautaire et aux intersignes sonores. Les intersignes sont des signes prédictifs d'un malheur proche. C'est-à-dire ce sont des mantiques et des sémantiques. Je me suis amusé, si je puis dire, à relever ici les intersignes. Et ils relèvent de 3 à 4 types d'oralité. Je vais les noter simplement. Un mystérieux tambour des dunes, comme mantique exotique, populaire, qui joue le rôle de prolepse, d'annonce textuelle. Je cite, un tambour battait reprenant son roulement fantastique. Les Arabes épouvantés se regardaient et l'un dit en sa langue, la mort est sur nous. Et voilà tout à coup mon compagnon foudroyé par une insolation. Deuxième type d'intersigne d'oralité, c'est la parole augurale comme mantique paysanne, ou la mantique paysanne comme parole augurale, prise en charge par le récit, comme sa prescription, au double sens du mot prescrire. C'était l'hiver dernier, la nuit vint 2 heures plus tôt, le vent déchaîné tirait des hurlements. Mon guide parfois levait les yeux et murmurait « triste temps ». On a pu dire « sale temps »,« triste temps ». Latinisme peut-être en plus. Puis il me parla des gens chez qui nous arrivions. Le père avait tué un braconnier, il était hanté de souvenirs de cet épisode. Le guide paysan, là, il sait manifestement lire les signes et les intersignes, il sait lire les signes de la nature. Ici, un désordre cosmique. C'est une compétence impérative dans sa culture paysanne de lire ces signes-là. Et il sait aussi les interpréter comme des intersignes. Ici, un désordre dans le symbolique. Troisième type d'oralité, une mantique plus commune dans le système de créance folklorique, cette fois, rustique, peut-être pas que d'ailleurs, et celle du chien qui hurle à la mort, qui hurle quand là où le mort rôde et qui hurle à l'odeur du mort. Le voilà, le chien poussa un de ces lugubres hurlements qui font tressaillir les voyageurs le soir dans la campagne. Je vous ai mis l'intertexte de Flaubert, par exemple. Tout son poil se hérissait, il se remit à hurler vers quelque chose d'invisible, d'inconnu, d'affreux, comme hanté aussi d'une vision. On peut voir, il me semble, observer le continuum entre le passé de la mort et le présent du mort. C'est la date anniversaire fatidique. Le continuum entre le lointain et le proche, entre le visible et l'invisible, entre l'animal et l'humain. Il y a une anthropomorphisation explicite de l'animal et une animalisation du vieux garde qui a flairé le revenant avant son fidèle chien d'ailleurs. On observe, si on parle à la d'Escola, en somme, la continuité des physicalités et des intériorités. Il dit, le chien était là quand je l'ai tué. Quatrième et dernier type de mantique orale, la croyance en un cosmos mythico-magique, n'ayons pas peur des mots, qui induit donc une autre mantique qui concerne cette fois le vent violent, vent mauvais, vent infernal, vent de tous les diables, vent des âmes mortes, vent des oralités funestes.
Je lis rapidement. Le vent déchaîné tirait des hurlements. Je voyais courir des nuages en déroute et des nuages éperdus qui semblaient fuir devant une épouvante. Parfois, sous une immense rafale, toute la forêt s'inclinait dans le même sens avec un gémissement de souffrance. Les ténèbres étaient profondes, les arbres entrechoqués emplissaient la nuit d'une rumeur incessante. La tempête acharnée battait la petite maison et je voyais tout un fouillis d'arbres bousculés par le vent à la lueur des grands éclairs. Le récit du chasseur est donc parfaitement explicite sur le désordre cosmologique de cette nuit fatale et enténébrée. Dans le froid d'une nuit d'hiver, un paysan et un chasseur marchent ainsi, solidaires et muets, dans une forêt obscure. C'est du Virgile, quasiment dans le texte. Je vous l'ai mis dans les matériaux. Et gagnent par un petit chemin couvert la petite maison isolée d'un garde-chasse hanté par le mort et le remords. On voit bien que le texte nous conduit vers un au-delà effrayant, comme dans les contes ou dans les mythes, vers une marge initiatique, un chaos, voire une mort symbolique. Et ce désordre cosmique, c'est ça mon propos en fait, est bel et bien présage culturel et textuel d'un désordre dans le symbolique. Ce désordre cosmique et symbolique, au sens de l'anthropologie, se rapporte explicitement, ce que j'ai pointé au début, à un imaginaire culturel qui, contrairement à l'orthodoxie chrétienne, tient pour possible le retour des morts chez les vivants, et spécialement le retour cyclique des mauvais morts, ces morts agressifs et malveillants, vindicatifs, qui abondent dans la littérature orale, pas simplement d'ailleurs. Alors, le mauvais mort ou la mauvaise mort, c'est quoi? C'est une mort soudaine, prématurée, violente, solitaire, injuste, déritualisée, on y reviendra si vous voulez, et déshumanisée. Et le vieux garde a cette mauvaise conscience. Le vieux garde, lui, il dit avoir tué non un braconnier, mais un homme. Cette mauvaise conscience qui lui fait une mauvaise vie, qui transforme sa vie à lui et au sien en enfer. La mort est déjà présente d'ailleurs chez eux. C'est un veuf à cheveux blancs, c'est la femme ou la mère, et les deux jeunes couples n'ont pas d'enfants. Bon, pas surinterprété, mais enfin, c'est bizarre. En tout cas, dans cette maison du malheur, plus proche de la horde primitive freudienne que d'une maisonnée à l'ancienne, personne, c'est là où le texte est à sa date, si vous voulez, civilisationnellement, personne ne semble en situation d'empêcher ce retour du mort et ce retour du malheur. Le vieux homme, le texte est bizarre, hein, le vieux homme, pensez, on dit un homme vieux, mais là, justement, il y a un effet d'écart. Le vieux homme, un homme du vieux temps, croit en effet au revenant, mais il ne dispose pas ou ne dispose plus, comme ses ancêtres, des rites de conjuration, exorcisme, enfin, qui permettrait d'engager avec son mauvais mort une transaction ou une compensation symbolique. L'autre année, il est revenu m'appeler, je l'attends encore ce soir. Il l'attend, lui avec son fusil et les fils avec leur hache. Il attend son retour pour le tuer à nouveau, en fait, pour tuer le mort. Autrement dit, la folie règne et régnera. Le vieux et sa tribu sont comme bloqués dans la marge d'une nocturne et cyclique et terrifiante et diabolique et bruyante chasse sauvage, familiale. Comme on dit dans notre jargon, un saltus dans la domus. Une chasse sauvage que des milliers d'histoires colportent depuis le Moyen-Âge européen. Il reviendra, j'ai donné un corpus un peu informatif dans les matériaux. Et j'avance. De son côté, cet étrange chasseur, un chasseur, il est là pour donner la mort. Il a jadis côtoyé, lui, cet étrange-là, bonhomme, et même tutoyé la mort, y compris en arrivant chez le garde-chasse. Ils ont failli se faire fusiller. Et ce chasseur est expert dans la lecture des signes et, j'y reviendrai en conclusion, et la production des histoires. Il dit, je racontais des histoires. Il sera très vite en proie, c'est là où c'est intéressant, à une sorte de belligérance culturelle intime, car lui aussi, en fait, il est sensible à ce que veulent ou peuvent dire mauvais temps et mauvais vent, parce que les descriptions, c'est les siennes.
narratologiquement parlant. Comme si ses propres expériences extrêmes, où mort et vif voisinent, et voisinent en lui en quelque manière, le rendaient non seulement extrêmement sensible aux signes, mais bientôt presque aussi superstitieux que les autres. Alors, je ne vais pas suivre ici la subtile transformation de son attitude, hein, qui fait partie de la tension du texte, qui programme au fond le trouble du lecteur peut-être, trouble cognitif en tout cas. Je ne vais pas suivre depuis la distance mondaine et scientiste du début. Hein. Au début, il ne veut pas s'en laisser compter, si je peux dire. Il se dit d'abord, in petto, je cite, « heureux d'assister au spectacle de cette terreur superstitieuse ». Mais cette espèce de rationalisme impénitent autoproclamé, cela se vide vite de ses craintes imbéciles. Il va se coucher, bon. Sauf que son assurance culturelle chancelle et il s'empaysanise. Malgré lui, le mot revient 3 fois, malgré moi, malgré lui, malgré moi, un grand frisson parcourt mon corps. Et en fait, il est bientôt aussi immobile et livide que le paysan. C'est pour ça que je dis qu'il s'empaysanise. En un mot, il s'en sauvage de son point de vue. Il perd la raison, il perd l'usage de la parole. Et pareillement aux autres, je cite encore, il est plongé dans un terrifiant silence, l'oreille lui aussi tendue, le cœur battant, bouleversé au moindre bruit. Bref, je cite, au fracas du coup de fusil, il a une telle angoisse du cœur, de l'âme et du corps qu'il se sent défaillir, prêt à mourir de peur. Il y a donc une âme, lui aussi, cet errant à la voix lente et à la figure brûlée, cette espèce d'avatar d'Ulysse qui a traversé de longs pays inconnus et vu des paysages étranges et étrangers, comme s'il était revenu lui aussi du pays des morts et avait reconnu confusément dans la tête barbue du Judas le retour diabolique ici d'un autre ou d'une autre mort. On le voit, la croyance aux intersignes est inscrite dans le texte sous le régime d'intrasignes, c'est-à-dire ce que le récit fabrique, c'est l'idiolecte du récit. Intrasignes plus ou moins originaux et prédictifs de la textualité du récit et de sa dynamique discursive. Alors, on l'avait déjà entendu dans le travail de signifiance de tels signifiants, je vais en citer deux, dans son oralité équivoque. Par exemple, dans le désert, il est question de lame de cendre d'or. Vous voyez, lame, les lames de la mer, ou lame de l'esprit, du corps, du moment. Ou mieux, alors là, évidemment, c'est du mot passant très, très classique, mais très efficace, c'est l'équivoque signifiante, phonique, si on veut, sur se taire et se tuer. Le chien se tue aussitôt. Et à la fin, l'homme se tue. Évidemment, le contexte permet de comprendre que c'est plutôt se taire que se tuer, mais on voit bien que le sens latent est très présent. On l'observe déjà dans l'économie discursive générale dès l'Incipit, il y a de longues et troublantes descriptions visuelles. Ça commence par du visuel. Elles sont en trompe-l'œil, pour autant qu'elles seront bientôt subverties par des précises annotations acoustiques qu'elles programment en fait. C'est-à-dire on passe du visuel à l'auditif. Elles anticipent en quelque façon le bouleversement cosmologique ou même cosmophonique qui préludera au récit du chasseur. La structure poétique du texte est construite en fait sur d'innombrables échos, des échos lexicaux et sémantiques, un vieux homme, un vieux chien, ou le désert qui est décrit comme une tempête silencieuse de sable, etc., des échos thématiques, des échos agonistiques. J'ai repéré par exemple le thème de la bataille, enfin, agonistique, l'eau battue par l'hélice, le navire battu par la mort, les battements du tambour, le cœur battant, se battre à la vie, à la mort, la tempête qui bat la maison, etc. Même des échos scénaristiques. Bon, je n'insiste pas. Et tous ces échos entrent en résonance avec l'écho acoustique à proprement parler, quand il est question de, je cite, ce bruit singulier, écho grossi, multiplié, démesurément enflé par les vallonnements des dunes, grains de sable emportés dans le vent et heurtant une touffe d'herbe. L'actentialité de cet écho, les éléments sont agentifs dans ce texte.
L'actentialité de cet écho inconnu n'en finit pas de jeter dans les oreilles le battement rapide du tambour. Inexplicable phénomène, dit le texte, connu en ces contrées perdues. Il y a dans la culture occidentale une esthétique de l'écho, une théologie de l'écho, une mystique de l'écho, une philosophie de l'écho, une mythologie de l'écho, Ovide. Et pour nous ici, une anthropologie sémiotique de l'écho. L'écho présuppose le silence. L'écho d'un bruit, d'une musique ou d'une parole. L'écho, qu'est-ce que c'est que l'écho sémiotiquement? C'est la présence sonore différée et différente de l'absent ou de l'inconnu proche. L'écho survit quelques instants à sa cause première et meurt bientôt. Cet écho, cette oralité à U d'une oralité O, nous intéresse car cet inexplicable phénomène, comme disent les modernes, ce mirage sonore, comme le rapporte le narrateur, ne laisse pas d'intriguer quand il participe, comme ici, de l'incertitude des causes et de l'indécidable des origines. C'est l'inquiétante étrangeté d'un lointain, c'est unheimlich, d'un lointain soudain proche et menaçant. Quelque part près de nous, dans une direction indéterminée, l'écho inconnu d'un mystérieux, incompréhensible et insaisissable tambour. Ou encore, qui va là, toutes les oreilles écoutées au loin, je l'entends, le chien hurler, un être glissé contre le mur, puis on n'entendit plus rien, affolement indicible. Alors, c'est ce défi sonore à la raison, ou plus exactement, cette déraison orale, orale O ou orale AU, que traduit le mot acousmate. Une oralité acousmate. L'acousmate, c'est le bruit, pour la définition du Larousse par exemple, c'est le bruit que l'on entend sans voir ni comprendre les causes d'où il provient. Bruit que l'on entend sans voir ni comprendre, alors bruit ou langage, les causes d'où il provient. C'est un technolecte qui fut inventé en 1730 par un docteur en théologie, curé de campagne, que je trouve déjà dans le dictionnaire de Trévoux en 1752, pour exprimer, je cite, un phénomène qui fait entendre en l'air un grand bruit semblable à celui de plusieurs voix humaines et de différents instruments. C'est dans les matériaux, l'exemplier. Ce que l'on assure être arrivé dans un village à quelques lieues de Paris. Bon. Ce bruit de voix humaine ou d'instruments qu'on s'imagine entendre dans l'air, eh bien, avec Pierre Schaeffer et ceux qui se sont intéressés à l'acousmatique, bien sûr, c'est une machine, une situation, on dirait presque, c'est une machine à frapper l'imagination et à fabriquer de l'imaginaire. On est dans la nuit, on perçoit, mais qui, pourquoi? C'est là où s'embraye le cinéma intérieur, la bande de son intérieure et les interprétations diverses. Dans le Judas du texte, dans le Judas, on voit sans être vu, comme le lecteur d'un texte littéraire, il voit sans être vu. Et dans la perception acousmate, donc, on perçoit sans voir ni savoir. Voilà, comme je résume. C'est percevoir sans voir ni savoir. Il s'agit moins de saisir donc comment un récepteur perçoit une information sonore objective. Ça, c'est la théorie acoustique de la communication. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Il s'agit davantage de comprendre qu'en l'absence du vu et du connu, la situation acousmatique nocturne ici est presque fatalement opératrice de fiction et même opératrice d'autofiction. C'est ça la théorie anthropologique de la communication à propos de l'acousmate. C'est ainsi que l'écoute, si je le redis autrement en fait, suractive le travail interprétatif et l'écoute acousmatique surmotive son ancrage dans un imaginaire culturel qui va le sémantiser, qui va s'efforcer de l'interpréter. On ouït quelque chose, on l'entend, on l'écoute, et puis on comprend ou on interprète comme on peut. Cet imaginaire culturel se noue ici autour des trois corps du mort. Comme tout mort. Le mort biologique, un homme est mort.
de mort légale, je parle du dernier récit, hein. Le garde-chasse n'a pas commis un crime pour la loi, et le mort imaginaire, c'est-à-dire l'imaginaire du corps mort revenant, y compris chez l'animal. Cet imaginaire du mort, dans les cosmologies où on croit à cette circulation entre les morts et les vivants, y compris par corps, cet imaginaire du mort engendre un imaginaire de la sonorité et de la vocalité. Il m'appelle, je l'attends. Et donc, je l'entends parce que je l'attends, culturellement programmé. Conclusion, 5 minutes. Quelques points conclusifs. Dispositif narratif. Ces oralités littéraires s'affilient aux innombrables récits de peur. Peur avec minuscule ou majuscule même. De récits de peur, ou histoire à faire peur, de la littérature orale, en particulier au motif du voyage dans l'autre monde et aux histoires du retour des morts entre croyances partagées et légendes locales. Le conteur de la narration orale est ici un raconteur. Et dans l'un et l'autre cas, il s'agit de récits d'expérience. Le narrateur est directement et personnellement impliqué dans l'histoire. Il témoigne au présent et il a le dernier mot. Or, ce conteur-raconteur est un chasseur. Vous me voyez venir sans doute. Le chasseur et le garde forestier sont par définition aux aguets des indices visibles et nuitamment des indices audibles. C'est leur métier. Or, vous vous souvenez que c'est sur ce paradigme indiciaire que l'habitus narratif du récit se fonde et se déroule. Je cite Ginsburg, j'ai donné une citation plus développée dans les matériaux. Peut-être l'idée même de la narration est-elle née la première fois dans une société de chasseurs, de l'expérience du déchiffrement des traces. Alors, Ginsburg parle plutôt des traces olfactives ou visuelles, mais évidemment, les traces auditives sont très importantes. Ici, on a donc quelque chose qui s'apparenterait à un sémiodrame. Comment analyser ces signes? Une oralité sémiodramatique qui donne corps, littéralement, à une communauté émotionnelle et en quelque façon à une ethnographie de plus en plus participative. Cette expérience mémorable et par corps de l'altérité culturelle du proche narre comment une culture moderne, virile, hégémonique et sûre d'elle en vient à s'acculturer à une culture subalterne orale, hétérodoxe et mythico-folklorique. Alors, c'est plus comment les superstitions animistes disparaissent de la culture européenne, mais bien comment, dans l'espace littéraire du texte, par un strict renversement de perspective anthropologique, comment la raison positive des Lumières et les résistances scientistes se lézardent promptement et aisément. Et plus on avance dans le récit, plus la voie narrative s'éloigne d'un pacte interprétatif réaliste univoque. C'est en effet un système de créance orale dans le désert algérien, puis dans la forêt des Ardennes ou des Vosges, qui engendre le logos superstitieux des personnages et précipite la dynamique mythico-poétique du récit lui-même. Alors bien sûr, l'imaginaire culturel du texte est un bouillon culturel. Il est très syncrétique. Il y a du folklore paysan, de la culture nomade lointaine, de la mythologie antique, de la religion officielle de Juda, de la littérature orale, de la littérature écrite. Mais il se déploie selon une scriptoralité particulière, dont une des caractéristiques, me semble-t-il, c'est de manifester des continuités, plus que des contiguïtés, en fait, des continuités magico-mythiques, archaïques, si on veut, en tout cas pas cartésiennes, pas analytiques, continuité entre les humains et les animaux, entre le cosmique et le sociologique,
continuité entre le somatique et le symbolique, entre les vivants et les morts, entre l'ouïe et l'inouï, entre l'entendu et l'insu. Et c'est cette hétérodoxie civilisationnelle qui est constitutive de la cosmographie du texte et de sa dramaturgie singulière. C'est ainsi, par exemple, que si in fine, c'est assez important, je trouve, la distinction, si in fine le chien est bien la cause physique et acoustique des bruits, puis du silence, l'origine de la peur panique ou cauchemardesque est dans l'interprétation culturelle qui est nécessairement présupposée. Cette hétérophonie est donc bien une hétérodoxie. L'orthodoxie va souvent avec l'orthophonie, au sens où je emploie ici. On a donc affaire, me semble-t-il, à une forme d'hétérophonie graphique, à charge pour le lecteur et la lectrice de prêter l'oreille aux cris dans les cris, de faire résonner les cris comme un vibraphone visuel, à charge d'ouïr lire l'écho du tambour sur une feuille de journal, de suivre le chemin qui fait entendre une oralité de parchemin. Il y a le mot parchemin, vous l'avez remarqué. Et donc, on aurait une littérature, ou cette littérature, comme mirage sonore. Cette littérature, en tout cas, comme refuge de la pensée sauvage et des oralités refoulées dans la culture écrite officielle, disons habituelle, dominante, hégémonique. Le narrateur, je finis, le narrateur témoin dans l'après-coup de ces expériences déroutantes. Ce tambour, qu'était-ce? Je n'en sais rien, personne ne sait. Le narrateur, il n'est pas loin d'entretenir l'ambiguïté. Ce tambour ne serait donc un mirage du son, voilà tout, mais je n'appris cela que plus tard. L'après-coup du savoir acoustique n'a pas suffi à couper court à l'histoire acousmatique, ni à la belligérance culturelle entre la coexistence ou belligérance, enfin il faudrait regarder de plus près, entre récit de croyance, récit d'expérience et récit de fiction. A fortiori, dans le dernier récit, ces trois types de ce que j'appelle récit de croyance, récit d'expérience, récit de fiction sont en coalescence. Le désarroi, bon, je pousse un peu peut-être, mais le désarroi presque bouffon de la culture écrite de cabinet, le pensum du scribe, est d'ailleurs presque exhibé dans les caricaturales observations d'anthropologie culturelle du voyageur, quand il déclare, ou quand on lui fait déclarer, une espèce de parodie ou de pastiche de Madame de Staël, je cite, que la peur est fille des pays froids, alors qu'en Orient, les nuits sont claires et vides de légendes et que le soleil dissipe la peur. Sauf que le récit de peur qui suit, en terre d'Afrique, le démentira aussitôt, point par point. Bon gré, mal gré. Voilà, je vous remercie de votre écoute.